Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain, transport gratuit, éducation gratuite, racontez-nous vos expériences de la gratuité. vendredi, Comment les enfants apprennent à écrire, la scénographie de leur développement. appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. 5 milliards de voisins, Emmanuel Bastide. Du lundi au vendredi, à partir de 10h10 TU. RFI. Ce mercredi, vivez sur RFI la rencontre de football Paris Saint-Germain, Real Madrid. Olivier Pron. Quelle affiche! Mbappé blessé, Neymar suspendu, mais avec ses recrues Navas et Icardi, Paris accueille le Real de Zidane, même privé de Ramos et de Modric. Les Madrilènes veulent montrer aux éternels prétendants parisiens qu'ils visent un 14e titre dans la plus prestigieuse des compétitions de club. PSG Real, 19h temps universel. La Ligue des Champions, c'est sur RFI et RFI.fr. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 15h en temps universel, 17h ici à Paris, l'heure du journal. Gilles Moreau. Dans l'actualité, Donald Trump annonce un durcissement substantiel des sanctions contre l'Iran. Décision prise après les attaques de samedi contre les installations pétrolières en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui déclare que l'Iran est incontestablement derrière ces attaques. Israël dans l'attente des résultats définitifs des élections, des législatives anticipées qui, comme au printemps dernier, ont envoyé 12 à 2 le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou et son rival de centre-droit Benny Gantz à suivre dans un instant. Un important chef rebelle rwandais tué par l'armée congolaise. La réaction de Kigali, c'est une bonne nouvelle pour la paix et la sécurité dans la région. Football, après les débuts manqués de Lyon et de Lille, c'est au tour du Paris Saint-Germain d'entrer en lice en Ligue des Champions. Le champion de France reçoit ce soir le Real Madrid. Il jouera sans ses attaquants vedettes Neymar, Cavani et Mbappé. Une nouvelle période d'incertitude et de tractation politique a commencé en Israël au lendemain des législatives anticipées, élections dont les résultats complets ne sont pas attendus avant demain. Pour le moment, un peu plus de 92% des bulletins de vote ont été dépouillés. Et comme lors du précédent scrutin au printemps dernier, aucune des forces en présence ne prend l'avantage. Le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou est au coude à coude avec son rival de centre droit, Benny Gantz. Pas plus le premier que le second n'est en mesure de former une majorité au Parlement, même avec leurs alliés. Aucun ne franchit le seuil des 61 députés pour décrocher la majorité à la Knesset. Alors quels sont les éléments qui peuvent faire la différence? Élément de réponse avec notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delta. L'un des éléments importants qui va se jouer dans les prochaines heures sera l'attribution de la première place. Qui du Likoud, de bleu et blanc, finira en tête? Même si l'avance est minime, le chef de file de cette formation disposera d'une plus forte légitimité pour revendiquer la tâche de former un gouvernement. L'enjeu est notamment de savoir quel élément Avigdor Lieberman donnera au président quand celui-ci entamera ses consultations en vue de la désignation d'un Premier ministre. Le chef d'Israël Beitenu veut forcer le Likoud des bleus et blancs à s'allier, mais il a gardé le silence sur celui qui voudrait voir diriger ce gouvernement dit d'union nationale. S'il reste fidèle à ce scénario, Avigdor Lieberman rejoindra celui qui était l'élément tête du scrutin. Autre élément d'incertitude, quelle sera la route de la liste arabe unie? Son chef de file n'a pas exclu de recommander Benny Gantz comme Premier ministre, mais il a posé une condition. Si Avigdor Lieberman et Emmanuel Benjamin Netanyahou sera leur mise en tête. L'avantage à Jérusalem. Le président de Saint-Denis contre les exploitations pétrolières en Arabie Saoudite, Donald Trump annonce un durcissement substantiel des sanctions contre l'Iran. Le président américain a donné des instructions sous sensation, ce qu'on appelle le trésor. Le régime iranien dément avoir joué le moindre rôle et met en garde sur sa défense en cas d'action contre lui. Là, ce sont d'abord les installations pétrolières saoudiennes qui ont été touchées samedi. Le royaume saoudien a commencé cet après-midi à rendre public les résultats de son enquête et selon lui, l'Iran est incontestablement derrière les attaques. Je vous le disais dans les titres, l'armée congolaise a annoncé la mort du chef rebelle rwandais Sylvestre Muna Kamura, abattu la nuit dernière dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet homme, considéré comme le chef suprême de la rébellion Hutu, était recherché par la justice internationale. À Kigali, on se félicite. C'est une bonne nouvelle pour la paix et la sécurité dans la région, déclare le secrétaire d'État rwandais aux affaires étrangères. Dans le dossier du Brexit, les eurodéputés ont voté ce matin une résolution pour réaffirmer leur opposition à une sortie du Royaume-Uni sans accord. Résolution votée en présence de Jean-Claude Juncker.
normal est prêt à travailler tous les jours, du matin au soir, pour trouver des solutions au niveau technique et politique. Je ne suis pas sûr que nous réussirons. Il nous reste très peu de temps, mais je suis sûr que nous devons essayer. À propos de Jean-Claude Juncker, recueilli à Strasbourg par notre envoyée spéciale Juliette Guerban. Réchauffer le climat diplomatique entre la France et l'Italie, c'est l'objet d'un déplacement officiel d'Emmanuel Macron ce mercredi à Rome. Il va être reçu par son homologue Sergio Mattarella et aura un dîner de travail avec le chef du gouvernement Giuseppe Conte. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi est-elle responsable des crimes commis contre la minorité Rohingya aux yeux de l'ONU? La question se pose en tout cas face aux accusations de crimes contre l'humanité perpétrées par l'armée. Une commission d'enquête de l'ONU affirme que les civils au pouvoir à Rangoon ne pourront plus longtemps se cacher derrière le processus de transition démocratique. Les précisions à Genève de Jérémy Lange. En un an, la liste des personnes soupçonnées de crimes contre l'humanité ou de crimes de génocide s'est considérablement étoffée. Sinon, lors du dernier rapport de la commission, une centaine aujourd'hui. L'ONU accuse l'armée et ses généraux, mais les soupçons pèsent de plus en plus sur Aung San Suu Kyi. Marzuki Darusman est le président de la commission d'enquête. Dans notre premier rapport, nous avons dit qu'Aung San Suu Kyi n'était pas directement responsable des crimes commis contre les Rohingyas. Mais la dirigeante n'a pas été aussi claire qu'on aurait souhaité. La question se pose donc de savoir si elle pourrait être impliquée. Prudence donc du côté de l'ONU qui refuse d'accuser formellement la prix Nobel de la paix. Reste que la dirigeante birmane n'a pas non plus les mains liées, dit un autre membre de la commission d'enquête, Chris Sidoti. Ce sont les civils qui contrôlent l'éducation. Les enfants Rohingyas n'ont pas accès aux écoles. Ce sont les civils qui sont en charge de la santé. Les Rohingyas, dans les camps de déplacés, en sont privés. Le parti d'Aung San Suu Kyi dirige la justice. Il contrôle toutes les lois du pays, sauf celles inscrites dans la Constitution. Plus le temps passe, et plus il sera impossible pour les civils birmans d'échapper à leurs responsabilités devant un tribunal pénal international. Les enquêteurs en sont certains, cela pourrait prendre des années, mais les responsables des atrocités en Birmanie seront jugés un jour. Un mécanisme indépendant va continuer à collecter des preuves qui pourront être utilisées lors d'un éventuel procès. Jérémy Lange, Genève, RFI. Football, après les débuts manqués hier soir de Lyon et de Lille en Ligue des Champions, c'est au tour du Paris Saint-Germain d'entrer en lice. Privé de ses attaquants vedettes Neymar, Mbappé et Cavani, le champion de France reçoit le Real Madrid. Coup d'envoi à 21h au Parc des Princes à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne, de même que l'émission spéciale Radio Foot International qui suivra autour d'Annie Gasnier. Enfin, revenons sur la sortie mondiale du livre très attendu d'Edward Snowden. Elle n'est pas du goût du gouvernement américain qui a demandé à la justice la saisie de toutes les recettes dues aux lanceurs d'alerte actuellement réfugiés en Russie. Edward Snowden a dénoncé en 2013 la surveillance massive des communications par le renseignement américain. Et pour le ministère américain de la Justice, ce livre constitue une violation du contrat qui lie Snowden à ses anciens employeurs que sont la CIA et la NASA. Reportage et le reportage sont les employeurs que sont la NSA. Reportage dans une librairie de San Francisco d'Éric Dessert. Une vingtaine d'exemplaires vendus dès le premier jour. Les mémoires d'Edward Snowden démarrent plutôt bien dans cette librairie de San Francisco. Derrière sa caisse, Michael, le libraire, lui-même intéressé par le parcours de l'ex-espion américain exilé en Russie, s'est mis un exemplaire de côté. Le fait qu'il soit obligé d'aller trouver refuge en Russie pour finir enfermé là-bas avec Poutine qui lui dit « Tu es en sécurité ici ». C'est une incroyable ironie du sort. Ça rend son histoire encore plus fascinante. Moins enthousiastes, les autorités américaines demandent à la justice la saisie de tous les bénéfices du livre. Snowden, il raconte pourquoi en 2013 il fait le choix de révéler les secrets de la surveillance de masse de la CIA, quitte à vivre en exil depuis. Pour comprendre ce choix, John, jeune ingénieur dans la Silicon Valley, vient d'acheter son autobiographie. Je peux comprendre pourquoi il fait ça, pourquoi il a tout sacrifié pour, selon moi, le bénéfice de notre pays. Mais soyons honnêtes, ce qu'il a fait était bien un crime. Et tout Américain qui commet un crime a droit à un procès équitable. Il ne devrait pas être poursuivi par cette vieille loi anti-espionnage. Lanceur d'alerte pour les uns, traître pour beaucoup d'Américains, Snowden risque la prison à vie aux États-Unis pour espionnage et vol de secret d'État. Éric Bossal, San Francisco, RFI. Ainsi s'achève le journal. Merci à vous de l'avoir écouté. Il est pratiquement 17h10 ici à Paris. Seule la jeune.
Theater fête ses 10 ans, Yasmine Chouaki. 10 ans de récits au bras de Christiane Taubira, Barbara Hendricks, Angélique Kidjo ou encore Lilian Thuram qui ont répondu à la fameuse question « Pour vous, rentrer à la maison, c'est où ?» Pour souffler ensemble sur les racines, notre fauteuil accueille les auditeurs qui veulent bien témoigner de leur sol majeur. Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 336 49 77 46 91. 10 ans, bon anniversaire. Radio Foot International. Ali Casnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International en cette deuxième soirée de Ligue des Champions à venir. Et donc, ce sera au menu de l'émission du jour avec le PSG face au Real Madrid ce soir au Parc des Princes. Match de Ligue des Champions sur l'antenne de RFI. Vous pourrez suivre ce match. Un match qui lance donc la saison des Parisiens, amoindri par les absences de plusieurs stars et qui entre dans la compétition avec, nous semble-t-il, plus d'humilité, plus de discrétion. En tout cas, il essaye, alors que le triple vainqueur de l'épreuve avance avec Zinedine Zidane en figure de proue. Le PSG doit-il trembler ou cette saison sera celle de la rédemption européenne? Dominique Sévrac, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous. Oui, non? On ne sait plus quoi dire. On ne sait plus, bon, mais il faut dire. Mission supplémentaire en plus pour le PSG, faire mieux que les autres clubs français hier soir. Lille battu et Lyon tenu en échec. Des retrouvailles madrilènes pour l'Atlético et la Juve avec un duel lusophone en milieu de terrain. L'incomparable Cristiano Ronaldo de la vieille dame, défié par l'insolent et surdoué João Félix des Colchoneros, une affiche très prometteuse. Anglais et Allemands en force aussi ce soir sur les terrains européens avec l'entrée de Tottenham et Manchester City. Ces deux équipes eux aussi ont pour mission de faire relever la tête du foot anglais, des équipes anglaises battues les deux hier soir. Et puis le Bayern de Munich et le Bayer Leverkusen qui entrent eux aussi dans la compétition. Et nos spécialistes du foot anglais, du foot allemand sont là. Bruno Constant et David Lortolari. Bonjour messieurs. Bonjour Annie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Assis côte à côte. Et puis Frédéric Suto est là. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour, c'est reparti pour un tour la Ligue des Champions. N'est-ce pas? Frédéric a pris le pouls hier du PSG dans les entrailles du stade. Il est allé voir les joueurs, les acteurs de ce match du soir et nous allons justement en parler. Radio Foot, c'est parti. Ce penalty. Qualification à Manchester United. Ici au Parc des Princes. Paris n'a toujours pas le chassé. Sergio Demo. Paris ridiculisé une fois de plus en Ligue des Champions. Et cette fois c'est à domicile. Ça vous fait rire. Oui. Le PSG en perdition, c'était la dernière. Votre magnifique visage s'illumine. Vous êtes heureuse comme jamais. J'ai l'impression que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais nous, on est dans la veine de Michel Platini. Si n'oublions pas que le football n'est qu'un jeu. Voilà. Donc c'est un jeu, ils perdent, des fois ils perdent d'une manière quand même qui en devient risible avec le temps, pas sur l'instant. Et donc ces commentaires, notamment Frédéric Suto y était, n'est-ce pas? Il y avait du monde, le parc était plein, le 6 mars il va être dernier. Plein aussi d'ailleurs. Il y avait Olivier l'équipe B de Manchester United qui vous attend là pour partir au Parc des Princes ce soir. A dit un jour que le football est un jeu qui joue 11 contre 11 et à la fin ce sont les Allemands qui gagnent. On pourrait donc dire que c'est un jeu qui joue 11 contre 11 et à la fin c'est le PSG qui perd, quoi, c'est ça. Mais d'ailleurs là on refait le duo Pron-Suto pour le PSG qui joue ce soir au Parc. Est-ce que c'est pas de mauvais augure, Frédéric? Non, justement, on veut effacer ce mauvais souvenir pour le PSG. En tout cas, on balaye tout ça et on regarde devant Annie. Le problème, c'est que Fred et Annie, depuis le 7 mars, donc le lendemain de l'élimination contre Manchester United, on n'a pas le sentiment que le club se soit remis
de ce nouveau traumatisme. C'est ça le problème. C'est que le 8 mars, le 9 mars, le 11 mars, on est le 18 septembre, c'est ça? Je n'ai pas vu le signe d'un réveil, d'un changement, de quelque chose qui se passe, qui indique que ça va tourner. Merci, on va passer au sujet suivant. Il n'y a pas de débat. Attendez Dominique, attendez un petit peu. Voilà, j'ai une corde et puis je vais partir. Je vous remercie. Vous êtes pressé d'aller au parc, vous aussi. La réponse, personne ne l'a aujourd'hui. C'est ça, on l'aura au printemps. Tous les ans, on pense que le PSG a passé un cran, c'est ce qu'on disait l'année dernière. Bon, il y a eu des matchs de poule convaincants contre Naples, contre Liverpool. Mais on sait bien que tout va se jouer en février, en mars. On se souvient aussi, Dominique, de ça peut jouer avant avec une blessure de Neymar en janvier. Ça peut jouer avec campagne. Avec le PSG, on ne sait pas. Dominique, pourtant l'année dernière, ce 2-0 à Manchester, on avait cru que les hommes de Tourelle avaient ce supplément d'âme. Moi, ce qui me rassure, c'est que quelqu'un comme Paul Le Guen, bon, certes, il est amoureux du Paris Saint-Germain, mais il garde une certaine forme. C'est un entraîneur. Voilà, il y a joué 7 ans dans les années Denisot, mais il garde une forme d'objectivité. Je l'ai rencontré récemment pour un sujet sur le Havre, où il entraîne. Il m'a dit, moi, franchement, l'année dernière, j'étais convaincu, mais vraiment, je disais à mes amis que c'était la bonne année pour le Paris Saint-Germain. Quand je voyais cette équipe en phase de poule, même au match aller contre Manchester, mais ce n'est pas possible que ça leur échappe. Il n'y a pas mieux en Europe, il n'y a pas plus fort. Je vois pas Tottenham, City, Liverpool, l'Ajax. Évidemment, on ne sait pas après ce qui se passe quand on est en 8e de finale. Donc, mais lui, il dit que le recul, je ne le voyais pas comment ça pourrait leur échapper. Alors, j'en étais pas là, malgré le fait que je sois un doux rêveur, un utopiste. Mais je me disais qu'effectivement, ils avaient tout pour avait réussir. l'impression que puisque par exemple, à Manchester, ils gagnent sans Neymar, sans Cavani, avec un joueur que je n'aime pas du tout qui s'appelle Drexler, qui est sur le terrain. Donc, comme quoi, même avec des seconds couteaux, ils peuvent y arriver. Et puis, le trou noir, alors votre montage est très bon, parce que tout a commencé avec la remontada.